Un adolescent de 15 ans tué samedi après-midi à coups de machette à Avignon par un homme qui voulait s'emparer de son scooter. 2 accidents spectaculaires sur les routes de France ont causé la mort de 8 personnes. Les accidentés dans les 2 cas sont morts dans l'incendie de leur véhicule. Les Français de confession juive appelés à émigrer en Israël, c'est le souhait exprimé cet après-midi par Ariel Sharon, qui s'inquiète des menaces antisémites, des propos jugés inacceptables à Paris par le Quai d'Orsay. Pour les adieux de Jean-Louis Foulquier aux Francopholies de La Rochelle, un spectacle exceptionnel avec au premier rang de ses fidèles, Véronique Sanson, Jean-Jacques Goldman, Patricia Cass, entre autres. Madame, Monsieur, bonsoir. Hier après-midi, en Avignon, sur l'île de la Barthelasse, un adolescent de 15 ans a été tué de 2 coups de machette. Selon les premiers éléments de l'enquête, il a été pris à partie par un homme qui lui a d'abord demandé une cigarette, puis les clés de son scooter. Et devant le refus du jeune homme, l'agresseur aurait sorti de son sac une machette ou un grand coutelas. Il lui a asséné 2 coups, un sur la tête, un sur la nuque. C'est une adolescente amie de la victime et présente au moment de l'agression qui a donné l'alerte. L'agresseur s'est enfui avec le scooter volé. Véronique Aglione et Frédéric Guibal. Elle est juste en dessous là. C'est sûrement l'arme du crime. Une hache, encore tachée de sang, vient d'être retrouvée à 200 mètres à peine de l'endroit où Romain a été tué. C'était hier, pas encore 17 h. L'adolescent de 15 ans était assis près des vergers avec une jeune amie. Il flirtait à quelques mètres du domicile de son cousin qui n'a rien entendu et n'a pas vu l'agresseur. Il y a ce supposé agresseur qui est passé une première fois. Il parlait tout juste le français, donc ils n'ont pas trop bien compris. Apparemment, ils demandaient une cigarette, mais ils n'ont pas trop bien compris. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de cigarette, donc de là, il est reparti, sans plus, quoi. Et puis, peut-être une demi-heure après, il est revenu. L'agresseur revient par derrière la digue et assène 2 coups mortels au garçon. Il oblige la jeune fille à lui démarrer la moto de Romain et s'enfuit. Romain s'est déjà vidé de son sang. Il était mort, hein, déjà. Voilà, c'est tout. Hein. Mais il y avait des traces vraiment de blessures. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, il y avait des traces de blessures, j'ai rien pu faire. Qu'est-ce que vous avez constaté? C'était des blessures à la nuque? Oui, à la nuque et au cou. Donc 2 ici, 2 ici. L'île de la Barthelasse est inspectée par une centaine d'hommes à la recherche du fuyard. La jeune fille, très choquée mais indemne, a pu livrer un témoignage. Ce que l'on sait, c'est que l'auteur est un homme qui est arrivé sur les lieux à pied. C'est un homme de 18-20 ans qui mesurerait 1,75 m et qui est de corpulence moyenne. Bonjour. Est-ce que vous auriez des papiers d'identité, s'il vous plaît? Dans les 3 campings de l'île, les contrôles se poursuivent. La Barthelasse est une terre étendue sur le Rhône qui l'été accueille des milliers de visiteurs et de travailleurs saisonniers. Ici, on est à 5 minutes du centre d'Avignon. L'homme est recherché sur tous les départements limitrophes. Spectaculaire accident cet après-midi dans la Drôme sur la nationale 7. 5 personnes sont mortes dans leur camionnette qui a percuté un mur dans des circonstances indéterminées. Stéphane Bretner. Tout est allé très vite. Après plusieurs dérapages, le fourgon termine sa course dans le mur d'une maison au bord de la route. À l'impact, la camionnette s'embrase. À l'intérieur, un couple et leurs 3 enfants de 9, 12 et 14 ans n'ont pas le temps de sortir. Pourtant, un automobiliste va s'arrêter, prendre son extincteur et tenter d'éteindre l'incendie. Mais rien à faire, les secours arrivent trop tard. À notre arrivée sur les lieux, le véhicule était déjà complètement embrasé et même bien embrasé. Le conducteur, un compagnon d'Emmaüs, partait en vacances avec sa famille. Personne ne sait encore pourquoi le fourgon a quitté soudainement la route. La chaussée était sèche et la circulation peu dense. Hier soir, dans les Vosges, 3 personnes ont péri après une... Oui, ben nous voilà justement aux Vosges. Excusez-nous pour ce problème technique. Donc dans les Vosges, donc 2 voitures se sont percutées sur la départementale près de Mirecourt hier aux alentours de 20 h. Les 3 occupants des 2 voitures sont morts là aussi carbonisés dans la violence du choc. Vous le voyez sur ces images. Les Français de confession juive devraient émigrer immédiatement en Israël, à en croire Ariel Sharon. Le Premier ministre israélien, lors d'une réunion publique, a estimé qu'il se répandait en France un antisémitisme déchaîné. Ce n'est pas la première fois que le Premier ministre israélien tient des propos d'une telle nature. Ils ont été jugés inacceptables par Paris, où le Quai d'Orsay, dans un communiqué, indique qu'il demande des explications. Même réaction dans les organisations confessionnelles juives. Explication, Javit Imbert.
Le public de cette conférence de presse est composé de représentants d'associations juives américaines. Les questions au Premier ministre israélien se succèdent. L'une d'elles l'interpelle sur la montée de l'antisémitisme en France. Ariel Sharon improvise. Je dois dire que le gouvernement français a pris des mesures contre tout cela, mais somme toute, si je devais m'adresser à nos frères en France, je leur dirais une chose. Partez en Israël aussi vite que possible. Je dirais la même chose à tous les juifs du monde. Ariel Sharon affirme que 10% de la population française est composée de musulmans, ce qui explique selon lui la montée du sentiment anti-juif. Autant de propos qui font scandale ce soir, aussi bien dans la communauté juive que parmi les associations antiracistes. Qui laisse la communauté juive française réagir sur les problèmes qui la concernent. Je crois qu'un avertissement lui a déjà été donné par certains représentants de cette communauté. Il ne lui appartient pas de décider pour nous. Ça prouve qu'il est très mal informé de ce qui se passe en France, très mal informé surtout de la réalité des Juifs de France, qui sont avant tout heureux de pouvoir vivre ici, heureux qu'un gouvernement les protège. Ces propos n'amèneront pas le calme et la paix et la sérénité dont nous avons tous besoin. Donc je trouve que M. Sharon aurait mieux fait ce soir de se taire. Le départ des Juifs de France ne se pose pas, insiste l'entourage du grand rabbin de France. L'émotion est d'autant plus considérable qu'elle survient quelques jours après le discours de Jacques Chirac au Chambon-sur-Lignon, qui dénonçait l'antisémitisme. Ce soir, les premières réactions politiques sont sans équivoque. La France n'est pas l'Allemagne des années 30, et c'est pas parce qu'il y a 10% de la population française qui a une confession musulmane que pour autant elle est responsable de la montée de l'antisémitisme. Il reste une réalité objective. Aujourd'hui, de nombreux juifs français émigrent en Israël. Cette année, l'État hébreu en attend 3000. C'est 40% de plus qu'en 2003. À Paris, le ministre des Anciens combattants Amlaoui Mekachera a présidé les cérémonies commémorant la rafle du Veldiv en présence de nombreuses personnalités, notamment Simone Veil. Vous la voyez sur ces images. Il y avait aussi le maire de Paris, Bertrand Delanoë. Il faut rappeler qu'en juillet 1942, près de 13 000 Français de confession juive avaient été raflés par la police française, puis déportés vers les camps d'extermination. Et parmi eux, Rachel Gédinac, rescapée. Elle avait 8 ans au moment de la rafle et elle a été sauvée in extremis dans des circonstances qu'elle raconte aujourd'hui. Laetitia Legendre et Didier Rancoeur. De la rafle du Veldiv, Rachel Gédinac n'a rien oublié. Elle n'avait que 8 ans quand des policiers français sont venus l'arrêter le 16 juillet 1942 avec sa sœur. Pourtant, les petites filles se croyaient à l'abri. Prévenues d'une possible rafle de juifs, leur mère les avait cachées la veille, chez leurs grands-parents. Mais au petit matin, 2 coups à la porte les réveillent, brutalement. 2 policiers, un en uniforme et un en civil, nous ont dit « Allez les enfants, habillez-vous et vous allez rejoindre votre mère ». Et en chemin, ils nous ont dit que notre concierge leur a dit où nous étions. J'ai vu des gens sur le bord des trottoirs nous regarder passer comme un troupeau. J'ai vu des gens faire le signe de croix, les larmes aux yeux. J'en ai vu d'autres nous montrer du doigt en riant. Et malgré mes 8 ans, j'ai compris que les Parisiens étaient très partagés quant à notre sort. Avant que des bus ne les transportent au Veldiv, Rachel, sa sœur et sa mère sont rassemblées avec d'autres dans un cinéma. C'est alors qu'elles apprennent qu'il est possible pour les enfants de s'enfuir par l'issue de secours. Quand on a 8 ans, qu'on a peur, c'est la guerre. J'ai fait ce qu'auraient fait beaucoup d'autres enfants. Je me suis accrochée, agrippée à ma mère. J'ai fait la comédie, je ne voulais pas la lâcher. Alors là, elle a fait quelque chose de difficile à dire pour moi. Elle nous a giflés. Nous sommes partis vers l'issue de secours. Effectivement, les 2 policiers en faction devant la porte ont détourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Si Rachel et sa sœur ont réussi à s'échapper, en 2 jours, près de 13 000 juifs, dont 4 000 enfants, sont arrêtés par la police de Vichy, transférés au vélodrome d'Hiver, puis à Drancy ou dans des camps du Loiret où ils vivent dans des conditions d'hygiène épouvantables. La première rafle massive, le résultat de 2 mois de tractations, de marchandage entre René Bousquet, secrétaire général de la police française, et les autorités allemandes. Laval fait arrêter aussi les enfants, ce que n'avaient pas du tout prévu les Allemands. Ce qui restera
au-delà des compromissions sur le plan militaire ou politique, c'est le fait d'avoir apporté à un ogre allemand hitlérien des milliers d'enfants arrêtés par des forces de police françaises qui étaient censées normalement les protéger, et ça sur ordre du gouvernement. Après leur fuite, Rachel et sa sœur retournent vivre chez leurs grands-parents. Elles apprennent que leur mère est internée avec d'autres adultes raflés au camp de Drancy. Elles décident alors, au mépris du danger, d'essayer de la retrouver. Nous étions beaucoup de personnes contre les barbelés à essayer de voir les nôtres. La première fois, je n'ai pas vu ma mère. Et la seconde fois, un monsieur nous a prêté une paire de jumelles. Et j'ai pu enfin, pour une dernière fois, apercevoir le visage de ma mère qui nous faisait un signe, ce qui voulait dire « partez ». Les parents de Rachel seront déportés et mourront à Auschwitz. Ayant perdu toute sa famille, la petite fille sera cachée jusqu'à la fin de la guerre grâce à un réseau au sein de familles d'accueil. Cérémonie du souvenir, intervention dans les lycées, depuis, elle ne cesse de témoigner. Afin de ne pas oublier qu'avec cette rafle du Veldiv, 4000 enfants ont été déportés et aucun n'est revenu. Au Proche-Orient, affrontement entre Palestiniens, et à Ramallah, Yasser Arafat s'est longuement expliqué cet après-midi avec son Premier ministre Ahmed Korey, qui lui avait présenté hier sa démission, le tout évidemment dans un contexte de grave crise. Explication Gérard Grisbeck. Pendant toute une partie de la soirée puis de la nuit, ils ont défilé dans les rues de Gaza. Ils, ce sont ces jeunes des brigades Al-Aqsa, responsables de nombreux attentats en Israël, mais qui depuis 48 heures sont en révolte contre leur chef, de l'autorité palestinienne accusée de corruption. Moussa Kolabo d'Israël crée la foule. Il s'agit du cousin d'Arafat qui a été nommé hier à la tête des services de sécurité, ce qui n'a fait qu'envenimer les choses. Les jeunes ont incendié les locaux de la sécurité palestinienne. Moussa Arafat est un homme corrompu, c'est un voleur. Nous lui déclarons la guerre. L'accusé, le voilà, Moussa Arafat. Il s'est exprimé aujourd'hui devant la presse. Il ne compte pas démissionner et lorsqu'on lui parle de corruption, voilà ce qu'il répond. Nous devons comprendre que nous nous trouvons sous occupation et que 90% de nos problèmes sont le résultat de cette occupation. Ils ne disparaîtront pas tant que nous continuerons à être occupés par les Israéliens. Il est interdit de filmer les villas des dirigeants palestiniens. Elles sont solidement gardées. Celle-ci est celle d'un proche d'Arafat. Celle-là d'un de ses ministres. Et à Gaza, ce grand immeuble de luxe à 2 pas d'un camp palestinien. Ce soir, on peut dire que l'autorité palestinienne traverse la plus grave crise de son histoire. Mais le mouvement semble faire tache d'huile, puisqu'il touche maintenant pas simplement Gaza, mais aussi la ville de Tulkarem, en Cisjordanie. Aux États-Unis, une dizaine d'incendies attisés par la chaleur se sont déclarés dans l'ouest, dans Nevada et Californie. Plus de 1000 pompiers appuyés par 13 hélicoptères et 6 avions de largage luttent contre le feu. Les pompiers sont parvenus à faire reculer le feu dans la région de Lake Hughes, où plusieurs centaines de maisons ont été sauvées. En revanche, sa situation se serait fortement dégradée tout au long de la journée dans le comté de Los Angeles en Californie. En Asie, en revanche, ce sont des inondations qui ont causé la mort de centaines de personnes et jeté à la rue des millions d'autres. Les autorités craignent maintenant l'apparition d'épidémies propagées par l'eau et qui toucheraient des millions de sinistrés. Explication Christophe Widman. Surpris par la montée des eaux, ce Japonais est bloqué dans sa voiture. Cette fois, les secours arrivent à temps. En Chine, cet homme n'aura pas la même chance. Devant la foule impuissante, il est emporté par les flots. Des pluies diluviennes s'abattent depuis une semaine sur le sud-est asiatique. 7 morts en Corée du Sud. Des torrents ont envahi Séoul, la capitale, où les sauveteurs multiplient les interventions. Le centre de la Chine a été traversé par plusieurs tempêtes. Il y aurait des dizaines de victimes. Dans le sous-continent indien, la situation est plus grave encore. Au Bangladesh, la mousson tourne à la catastrophe. La moitié du pays est inondée. Des milliers de villages sont sous les eaux. Regardez, dit cet homme, nous avons tout perdu et personne n'est encore venu nous aider. En Inde, les secours sont un peu plus présents. L'armée distribue de la nourriture aux réfugiés et surtout des pastilles pour purifier l'eau. Car c'est maintenant le souci principal des autorités, éviter les épidémies de dysenterie et de choléra. Le bilan est déjà assez lourd, au moins 360 morts et plus de 20 millions de sinistrés en Asie du Sud depuis le début de la mousson.
En Grande-Bretagne, où les autorités prennent la menace terroriste très au sérieux, une vaste opération de simulation d'attentats chimiques avait été organisée à Birmingham et cet exercice a mis en lumière les cafouillages dans le système de secours. Reportage Arnaud Miguet. Il est 9h30. Précise. Le centre d'exposition national de Birmingham est l'objet d'une attaque terroriste. C'est la panique. L'exercice Horizon vient de débuter. C'est la plus importante simulation grandeur nature d'attentats chimiques réalisée en Grande-Bretagne. 2000 militaires, policiers, pompiers seront mobilisés toute la journée. L'exercice se veut aussi réaliste que possible. Il y a eu une attaque au Japon au gaz sarin. Les services de secours étaient arrivés très vite, mais malheureusement avaient été eux-mêmes contaminés, rendant la situation encore pire. Ici, on a d'abord essayé de contrôler la situation. Alors, en attendant les premiers secours qui tardent, les 400 fausses victimes asphyxiées par le gaz toxique jouent leur rôle, plus ou moins bien. Certaines attendront longtemps. 2 heures après l'attaque fictive, branle-bas de combat, les pompiers arrivent, enfin. Et le processus de décontamination de réellement commencer. 3 heures plus tard, donc, les premières victimes, déshabillées, passent finalement sous la tente pour une douche de décontamination. Elles sont ensuite conduites à l'hôpital. De l'avis général, l'exercice aura été quelque peu laborieux. Devant se terminer vers midi, il a fini à 4 heures. Cette dame attend toujours. 2 simulations d'attaques terroristes en moins d'1 an. Le but de ces exercices est double. Entraîner le personnel de secours et rassurer la population. À Kourou, en Guyane, hier soir, la fusée Ariane 5 a pu enfin décoller pour placer sur orbite, comme prévu, un satellite de télécommunication. Le prochain vol aura lieu en octobre avec l'arrivée d'une nouvelle version d'Ariane 5. Explication Laurence Deleur. Top. Décollage. La 4e tentative aura été la bonne. Après 3 reports dus à des problèmes techniques et météorologiques, Ariane 5 a enfin décollé la nuit dernière avec 5 jours de retard de la base de Kourou en Guyane. Une demi-heure plus tard, la fusée place sur orbite le satellite canadien Anik F2. C'est un modèle de près de 6 tonnes, dont les panneaux solaires se déploient sur 50 mètres de long. Le plus gros satellite de télécommunication au monde selon Ariane Espace. Depuis son orbite, à 36 000 km au-dessus de l'équateur, il doit permettre l'accès à l'Internet haut débit et à des services de télécommunication et de liaison numérique sur l'ensemble de l'Amérique du Nord, y compris dans les territoires les plus isolés. Son coût, 600 millions de dollars pour 15 ans au moins de loyaux services. Au Mexique, le président Vicente Fox a décidé de contrôler très étroitement la sécurité des plus hauts responsables de son administration. Il fait implanter sur les fonctionnaires de haut rang des puces électroniques, mais oui, destinées à les localiser en toutes circonstances. Explication Christelle Marty. On connaissait le procédé pour repérer les animaux disparus. Désormais, il est aussi valable pour les humains. Au Mexique, le procureur général et certains de ses collaborateurs se sont fait greffer sous la peau une puce électronique. Objectif, accéder à des dossiers ultra sécurisés et surtout être localisé en cas d'enlèvement. Oui, j'en ai une dans mon bras, c'est bien sûr pour la sécurité. Et elle me permet aussi d'être localisé n'importe où. La puce électronique mesure moins d'1 centimètre. Une fois implantée sous la peau, elle émet des ondes radio qui sont ensuite détectées par ordinateur. L'individu porteur du microprocesseur est ainsi immédiatement repéré dans l'espace. Cette nouvelle technique, si elle est généralisée au Mexique, pourrait être un espoir dans ce pays où les enlèvements quotidiens provoquent régulièrement l'indignation de toute la population. Rétablir une plus grande liberté dans la pêche à la baleine, c'est l'argument que devrait tenter de faire passer un certain nombre de pays membres de la Commission baleinière lors de la réunion annuelle. Elle débute lundi à Sorrente, dans le sud de l'Italie. Laurence Deleur. La réunion de la Commission baleinière internationale ne débute que demain à Sorrente, en Italie. Mais les organisations écologistes, elles, sont déjà sur place et mobilisées. Chacune, à sa façon, protestait cet après-midi contre le risque de reprise de la chasse commerciale à la baleine, interdite depuis 18 ans par un moratoire international. Un moratoire que le Japon cherche à tout prix à faire lever. Un seul pays autorise actuellement la chasse commerciale, la Norvège. Le Japon, lui, a fixé des quotas annuels de chasse dans un but soi-disant scientifique. C'est ce qu'expriment ces pancartes opposées aux hommes de Greenpeace venus les filmer. Nous mesurons leur taille, nous prélevons des échantillons, peut-on lire.
mais personne n'est dupe. Tous les grands pays qui étudient les baleines, comme les États-Unis, le Canada ou l'Australie, et la Commission baleinière internationale elle-même, disent clairement qu'il y a des moyens scientifiques non violents, sans tuer les baleines, pour étudier leur régime alimentaire, pour étudier leur migration. En revanche, les tuer rapportent de l'argent, car la viande des cétacés se retrouve dans les étals des marchés japonais. Un mets traditionnel vendu à prix d'or. On ne demande pas aux autres de manger cette viande comme nous, mais simplement de comprendre que cela fait partie de notre culture. Des associations affirment que le gouvernement japonais en coulisses est allé jusqu'à monnayer le soutien de certains pays en développement pour tenter de faire voter la levée du moratoire. Si les 3/4 des pays qui se réunissent demain votent pour, ces baleines ne seront plus protégées. Une centaine de brebis sont tombées dans un ravin dans les Alpes de Haute-Provence, sans doute après l'attaque d'un loup ou d'un chien. On ne sait pas si le berger s'appelait Panurge. En revanche, cet incident intervient avant la présentation du plan d'action sur le loup, qui devrait permettre l'abattage de plusieurs animaux, estimés dans le sud du pays à 55 têtes, une présence toujours contestée par les bergers. Reportage Nathalie Moisan. Lorsque la nuit tombe dans les Hautes-Alpes, l'inquiétude monte chez les éleveurs. À la hâte, ils parquent les bêtes quand ils ne dorment pas directement avec elles pour éviter les attaques du loup. Nous avons subi en tout 3 attaques, distantes à peu près de 4 jours d'intervalle. Les 2 premières ont eu lieu dans ce secteur, derrière ce bois de mélèze, occasionnant chacune 2 brebis mortes et 2 bêtes blessées. Plus grave, dans la nuit de vendredi à samedi, 100 brebis sont mortes en tombant dans un ravin dans les Alpes de Haute-Provence. Selon le ministère de l'écologie, elles ont probablement été attaquées par un loup ou un chien errant. Alors que le nombre de bêtes victimes du prédateur ne cesse d'augmenter, les éleveurs pressent le gouvernement d'autoriser l'abattage de 10 à 15% des loups, soit 5 à 7 animaux cette année. On est prêt à prendre des armes. Alors on ne partira pas chasser le loup, c'est pas dans notre idée, on n'a pas l'agrément pour ça. Mais si d'aventure le loup vient attaquer les troupeaux, je pense qu'on sera là pour défendre nos bêtes. D'ores et déjà, le ministre de l'Agriculture s'est prononcé pour l'abattage des loups en surnombre. Une position qui fait bondir les associations de défense du prédateur. Pour elles, l'équilibre de l'espèce serait menacé. Le ministre de l'Environnement devra trancher demain. Des mesures de prévention, aide au gardiennage, regroupement des troupeaux doivent également être annoncées dans le cadre du plan loup. Avec l'été et les vacances, les activités nautiques se multiplient et elles impliquent des règles de sécurité très strictes et donc des contrôles de plus en plus pointilleux. Exemple en rade de Villefranche, où les affaires maritimes viennent inspecter de façon inopinée les clubs de plongée, une plongée qui reste un loisir à très haut risque. Virginie Tumortiki et Nathalie Morin. Abordage atypique avec dans le rôle des pirates un représentant des affaires maritimes et un représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports. Leur mission, contrôler ce club de plongée. Vous me présentez donc le permis de navigation du navire. Voilà. Tout d'abord, le bateau et l'équipage sont passés au peigne fin. Les infractions restent en général assez limitées. Ça peut être des embarquements irréguliers, une personne qui n'est pas déclarée à l'ENIM qui est embarquée, ou alors quelques infractions, peut-être des dépassements des fois de validité du permis de navigation. Deuxième étape, le contrôle du personnel. Les enseignants doivent avoir un matériel de sécurité aux normes et surtout des diplômes valides. Il y a des gens qui ont un passé de plongée extraordinaire, qui sont de très bons plongeurs, mais à partir du moment où ils n'ont pas le diplôme, ils ne peuvent pas enseigner. Sur tout le littoral français, chaque été, les clubs de plongée sont contrôlés au moins une fois. Pour ce moniteur, ces contrôles sont indispensables, mais manquent encore de lisibilité, surtout pour les clients. Je pense qu'un label qui signalerait ce club est aux normes françaises et répond aux exigences de la jeunesse des sports. Je pense que ça serait le top du top, quoi. Curieusement, ceux qui ont décidé de se jeter à l'eau semblent assez peu demandeurs d'informations supplémentaires. Je fais totalement confiance. En plus, maintenant, les gens, je les connais d'ici. Quand vous allez faire vos courses, il n'y a pas marqué c'est bon, on a été contrôlé par les services de l'hygiène, vous pouvez venir acheter chez nous, non? C'est un fait entendu. Une confiance de bon augure, car la première des recommandations est de s'encadrer d'un club pour plonger et de ne jamais s'aventurer sous l'eau tout seul.
Après les fonds, la vague avec le championnat du monde de longboard qui se termine aujourd'hui à Biarritz. Sur la côte basque se sont retrouvés les meilleurs spécialistes du genre. Portrait de certains d'entre eux pour la compétition de surf en tandem. Exercice ô combien périlleux. Martin Gouès et Nathalie Gallet. Ceci est un hélicoptère. Une des figures les plus difficiles de la plus spectaculaire discipline du surf. Le tandem. 9 couples se sont affrontés sur les vagues de Biarritz, dont les meilleurs Français. Alors là-haut, c'est Sarah, très audacieuse. Et en bas, c'est Rico, un peu têtu. Depuis un an en compétition, ils enchaînent Americano, descente aux enfers, moustache arabesque. Autant de figures notées par un jury, un peu comme en patinage artistique. Lève un peu, lève un peu. Voilà. Il faut rester combien de temps comme ça? Pour que ce soit valable, validé, il faut rester 3 secondes. Et que le porté soit reposé sur la planche. C'est-à-dire que si là on tombe, c'est pas validé. Alors que si là je fais hop, une descente sur la planche, là c'est considéré comme valable. Rico est un ancien perchiste. Sarah, élève en première, a une botte secrète. Elle est à l'école du cirque. Les bases que j'ai eues, ça m'a beaucoup aidé. Surtout au début, Rico et Claire, quand ils dansaient, donc Claire, son ancienne partenaire, ils ne savaient pas trop le placement des mains, tout ça. Donc ça m'a permis de les aider un peu. Car le tandem, c'est le mariage du surf et de l'acrobatie. Moi, je dois gérer 2 choses à la fois. C'est-à-dire la vague, la vitesse, le mouvement, et Sarah qui doit être le plus stable possible pour effectuer les portées. Rico et Sarah avaient fini 4e au dernier championnat du monde et ils viennent de gagner pour la 2e année consécutive le titre de champion d'Europe. Dans le genre plus classique, la pêche à la ligne avec, pour taquiner la carpe, le goujon ou la truite, une seule méthode selon les spécialistes, la pêche à la mouche. Et puis dans un site inoubliable comme un lac de montagne, il y a désormais 6 guides spécialisés dans les Hautes-Alpes. Un brevet d'État reconnaît leurs compétences. Yannick Aroussi et Benoît Jourdan. La pente est raide et l'équipement plutôt encombrant. Mais après 1 heure de marche, la récompense est bientôt là. À 2400 mètres d'altitude, le lac Sainte-Anne. Ouais, donc là, tu vois, on va regarder si ça bouge un petit peu là sur le bord, voir s'il y a du poisson, et puis on se posera un peu. Observer, lire le lac, ses courants, ses insectes. Trouver le poisson avant de sortir les cannes. La pêche à la mouche est une science exacte. Sainte-Anne, c'est un lac qui est très très profond, l'eau est très froide là. Donc il y a quand même beaucoup de poissons qui sont assez près du fond. Et pour ferrer les poissons qui viennent se nourrir en surface, Lionel a recours au service d'Éric, son guide de pêche. Il faut le bon insecte au bon moment. C'est pas on trempe le fil et puis... non, c'est vraiment une pêche... c'est fabuleux. Parce que si tu lances en restant à cette distance-là de l'eau, avec une trajectoire horizontale, tiens, regarde. Hop. On apprend à pêcher avec un guide en plus. Donc, un guide a beaucoup de connaissances et je pense qu'il faut un guide. Une touche. Au bout de la ligne, noble chevalier. Et entre les 2 hommes, une passion partagée. Petite sardine. J'ai pris mon premier poisson, j'avais 6 ans. Donc ça m'a pas lâché très longtemps, quelques années de break, mais j'y suis vite revenu. Et puis en ce qui me concerne, là encore, la passion de la montagne. Et ça me permet, ce métier-là me permet d'allier mes 2 grandes passions, la montagne et la pêche. Éric est guide de pêche depuis 6 ans. Et n'allez pas croire que c'est toujours lui qui fait les meilleures prises. Moi, je considère qu'un guide fait son boulot quand il est capable de faire prendre un poisson, le poisson qu'il aurait voulu prendre lui-même à son client. Pas de chance. Ce jour-là, le guide a sorti le plus gros poisson, mais le client n'a pas pris la mouche pour autant. Cyclisme avec le Tour de France pour cette 14e étape. C'est Aitor Gonzalez qui a remporté la solitaire aujourd'hui à Nîmes. Première victoire espagnole donc depuis le départ de la grande boucle. Nathanaël Drinxin et Sylvain Daubard. Même à 45 km/h de moyenne, Thomas Voeckler trouve encore le temps de rigoler et de discuter. À coup sûr, il reparle de l'étape d'hier et du drôle de tour joué à Lance Armstrong. Sur la route de Nîmes, l'équipe Brioche la Boulangère veut savourer sa nouvelle journée en jaune. Comme à Barou d'honneur, ils font la course en tête.
C'est les derniers instants qu'on vit avec le maillot jaune, quoi. Et on est très content, enfin on est très fiers d'avoir pu le conserver après le massif des Pyrénées. Et c'est vrai que ça, c'est pas du tout qu'on voulait parader ou quoi, mais ça fait plaisir de rouler en tête du peloton. C'était une belle journée pour voir passer le Tour de France. Ils étaient encore nombreux à encourager les 10 échappés du jour, parmi lesquels 3 Français, Jalabert, Mangin et Fedrigo. Ça roulait du feu de Dieu, quoi, et j'ai dit là, aujourd'hui, je pense ça va être dur de prendre la bonne échappée, et puis finalement, ça s'est plutôt bien passé, quoi. Ça s'est bien passé jusqu'au démarrage d'Aitor González à 5 km de l'arrivée. Personne ne peut suivre le coureur espagnol qui remporte presque tranquillement la 14e étape du Tour. Le reste du peloton arrive à Nîmes près d'un quart d'heure plus tard. Au sprint, pour les candidats au maillot vert, au pas. Pour les autres, tous les autres, et ils sont nombreux, impatients d'entamer la 2e journée de repos de ce Tour 2004. Et de 185 coureurs au départ, ils ne sont plus que 160 ce soir à l'arrivée. Autant de coureurs qui sont passés par la voiture balai. Oui, tous les jours, un véhicule se charge de fermer la course et d'accueillir les coureurs épuisés. Portrait de ces forçats de la route, Julien Beaumont et Laurent Siron. Voici la hantise des coureurs, la voiture balai. Comme chaque jour, elle ferme la course. Après 2 semaines de Tour de France, son tableau de chasse est déjà bien rempli. Une vingtaine de coureurs ont abandonné. À bord, un pilote et un commissaire de course, 2 hommes, pour faire le sale boulot. Finir dans la voiture balai, c'est louper sa course, c'est louper son Tour de France. Et c'est pour ça que beaucoup de coureurs essaient d'arriver et terminer l'étape. Bon, ils sont hors délai, ils sont non partants le lendemain, mais monter dans la voiture balai pour un coureur cycliste, c'est le dernier truc à vivre. Le prochain sur leur liste, c'est peut-être lui, Jimmy Casper. L'as du sprint est en difficulté dans les Pyrénées. Largué par le peloton au début d'étape, il doit encore parcourir 150 km seul. Dans un peloton, on se fait piloter, on suit, tandis que là, tout seul, s'il arrive un pépin, moi j'ai eu couru, alors je le sais ce que ça veut dire, hein, de courir derrière. Hein. Mais Jimmy s'accroche. Pas question d'abandonner. Son directeur sportif reste donc à ses côtés pour l'encourager. Il se bat de lui-même, il essaie de faire le maximum, donc il mérite quand même de rentrer dans les délais, ça c'est sûr. On n'est pas arrivé, on n'est pas couché. Hein. Les premiers sont déjà arrivés, mais Jimmy est toujours en course. Pour être classé, il doit terminer au plus tard 47 minutes et 30 secondes après le vainqueur, d'où quelques coups de main, une pratique interdite. Et vous avez poussé Armstrong, pareil? Dernière ligne droite. Le chronomètre affiche 47 minutes 55 secondes. C'est 25 secondes de trop. Normalement, le tour s'arrête là. Mais après tant d'efforts, les commissaires vont être cléments. Jimmy Casper peut continuer. Cinéma avec la sortie mercredi prochain de San Antonio, film réunissant Gérard Lanvin dans le rôle du célèbre commissaire inventé par Frédéric Dard et Gérard Depardieu dans celui de tout aussi connu Bérurier. Le célèbre duo est ici chargé de retrouver le président de la République enlevé par de dangereux terroristes. Marie Jojon. Monsieur le Président, c'est un triste jour pour la France. Le président de la République a disparu. Et c'est le commissaire Playboy, San Antonio, flanqué de son balourd d'équipier Bérurier, qui va devoir sauver la France, si ses nombreuses conquêtes lui en laissent le loisir. Bienvenue dans le monde argotique et coloré, brossé par Frédéric Dard, tout du moins ce qui en a été retenu pour le grand écran. Car même s'il s'agit de la 3e adaptation au cinéma, il serait difficile de résumer 175 romans, un patrimoine de personnages d'un demi-siècle et un langage, disons, fleuri. Oui. Tiens quelque chose. Et moi aussi, c'est quelque chose. Mais enfin, ma petite caille. Ma petite caille! Elle t'en mange, ma petite caille! La bonne idée a été de confier le célèbre duo aux 2 poids lourds du cinéma français, les 2 Gérard, Lanvin et Depardieu, qui s'en sont donnés à cœur joie. Je crois que j'ai lu Luberlu. T'as raison, gros. Il doit faire partie de la même couvée que l'autre émasculé. Gérard dans San Antonio, ce personnage lui permet d'en faire des tonnes avec élégance. Voilà. Je dirais que moi, mes tonnes sont un peu lourdes, sans trop d'élégance, mais il y a le costard rayé quand même. Il s'est passé au moins 15 minutes entre le moment où le président est allé coller son bronze et celui où on s'est rendu compte qu'il avait disparu. C'est donc pendant ce temps mort qu'ils ont pu s'échapper. Moi, j'adore ça, les duos. Je suis très amateur aussi en tant que spectateur de ça. Et quand il est réussi, le duo, il m'éclate parce que effectivement, il en faut un pour faire chier l'autre. Il en faut un pour pas écouter l'autre. Il en faut un pour pourrir la vie de l'autre. Est-ce que tu sais que t'es un incapable ?
Paris gagné pour le duo, beaucoup y verront surtout un film d'action. Les fans de San Antonio risquent eux de rester sur leur faim. Dans l'ordre des sous-mers, tu te situes entre la diarrhée fétide et le vomi de poivron. Bah, je m'en rends pas compte, mais du moment que tu me le dis. Tais-toi, Béru, sois con, silence. Hier soir à La Rochelle, concert exceptionnel en hommage à Jean-Louis Foulquier, directeur des Francophonies, qui abandonne ses fonctions après 20 ans. Goldman, Patricia Cass, Alain Souchon, Renaud, Véronique Sanson, Zazie et bien d'autres étaient bien sûr là. Christophe Hérault et Yann Moine. Francophonie, 20 ans, le ménage, c'est fini. Merci à vous pour tout ce que vous nous avez donné. Jean-Louis Foulquier, la voix encore plus grave que d'habitude, salue les Francopholies. La 20e édition sera bien son dernier festival. Alors, ils sont venus de partout. Des habitués de longue date, des complices de toujours, 20 chanteurs pour 20 ans de fête. En douce, ils lui ont préparé son cadeau de départ, des hommages en paroles et musique. Quand j'aurai mis 20 ans à voir que tout était un mirage, je vous tire ma révérence, ma révérence. Jean-Louis, ça rime pas avec fin, ça rime avec début, ça rime avec précurseur, ça rime avec magie des rencontres. On a affaire à lui depuis 30 ans, et depuis 30 ans, c'est quelqu'un qui aime les chansons profondément. Je pense qu'il sera toujours là et qu'à chaque fois qu'on sera à La Rochelle, il sera sûrement quelque part, peut-être pas la première année parce que ça va peut-être le rendre triste, je sais pas, mais en tout cas il sera là et donc c'est un au revoir sans un au revoir. Une série de louanges de la part des chanteurs. Sous ton chapeau, tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été. Et un poème en forme de rap de la part du Premier ministre. Si tu me payes un verre, tu pourras, si tu veux, me raconter ta vie, en faire une épopée, en faire un opéra. J'entrerai dans ton jeu, je saurai sans effort me mettre à ta portée. Heureux de rendre hommage à un grand bonhomme qui nous a beaucoup aidés, tout son début de carrière et même au fil des années, qui a toujours été présent. Et un bon mec. Du plus loin qu'il m'en souvienne, si depuis je dis je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai revu ma vie en partie. Bah, elle était pas si mal. Ouais, plutôt content. Ouais. Alors, il y a un moment donné, j'ai quand même cru que j'étais mort. Hier soir à La Rochelle, la fête à Foulquier aurait pu s'appeler Les Copains d'abord. Fin de cette édition, merci de votre attention. À suivre la météo d'Isabelle Martinet, 20h55, La Cité de la Joie avec Patrick Swayze, film adapté du livre de Dominique Lapierre qui depuis plus de 20 ans sauve des enfants lépreux dans les bidonvilles de Calcutta. Pour soigner, nourrir, éduquer un enfant, 40 € par mois suffisent. Une adresse, si vous souhaitez envoyer un don, Action pour les enfants lépreux de Calcutta, 83 350 Ramatuelle, CCP 15 90 65, c'est Paris. Minuit 50, le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain à 7h40 dans les 4 vérités, François Baudonnet reçoit Christian Estrosi, député UMP, président du Conseil général des Alpes-Maritimes. 13h, vous retrouvez Daniel Villalian. 20h, Karl Gessler. Excellente fin de soirée sur France 2. Bonsoir.